Alors, on va voir les aspects généraux de quelques stratégies dans la santé de la reproduction. Nous avons les aspects généraux de quelques composantes dans la santé de la reproduction, comme on venait de parler de l'autre côté. Il y a des actions en faveur d'une maternité à moindre risque, qu'on va appeler autrement les sous-composantes de soins de santé primaire. Et le premier point, on parle de soins prénatals. Les soins prénatals. Deuxièmement, nous avons l'accouchement à moindre risque. Nous avons troisièmement les soins essentiels en cas de complications obstétricales. Quatrièmement, le soin au nouveau-né. 5, le soin post-natal. 6, l'allaitement maternel. Ce sont là les 4 sous-composantes de la maternité à moindre risque. Je reprends, le soin prénatal, l'accouchement à moindre risque, le soin essentiel en cas de complications obstétricales, le soin au nouveau-né, les soins post-natal et l'allaitement maternel. Ce sont les sous-composantes de la maternité à moindre risque, des éléments sous base desquels on doit centrer notre attention. Alors, on va passer à autre chose. On va parler, dans cet aspect de choses, de l'assistance qualifiée au cours d'un accouchement. Assistance qualifiée à l'accouchement. C'est quoi l'assistance qualifiée à l'accouchement? Par définition, si l'on parle en disant que la femme a subi une assistance qualifiée de soins à l'accouchement, ça veut dire qu'elle a bénéficié de soins qualifiés. Et par définition, c'est tous les soins appropriés qu'une femme et son nouveau-né peuvent recevoir au cours, pour l'une, de la grossesse, de l'accouchement ou de la période postnatale, et pour l'autre, dès la naissance ou que l'accouchement ait lieu. Je reprends la définition. L'assistance qualifiée est égale aux soins qualifiés. C'est tout le soin approprié qu'une femme et son nouveau-né peuvent recevoir au cours, pour l'une, de la grossesse, de l'accouchement, de la période postpartum, et pour l'autre, dès sa naissance, ou que l'accouchement ait lieu. Que l'accouchement puisse avoir lieu à domicile ou en milieu de soins, les soins que l'enfant bénéficie et sa maman, en présence d'un personnel qualifié, sont très importants. Nous allons voir un tableau où on présente les rapports entre l'accouchement et l'assistance qualifiée et les décès maternels. Et vous allez voir selon les pays, c'est catastrophique chez nous en RDC. Ici, nous voyons une relation, on a fait une relation entre l'assistance qualifiée et la mortalité maternelle. On a vu que plus il y avait des personnels qui étaient qualifiés pour diriger les accouchements, pour encadrer les femmes qui s'accouchent, on avait de moins en moins de décès. Quand il n'y avait pas de personnel de santé qualifié, on avait beaucoup de décès. Ils sont partis de 1600 à 20 décès ou même à 0 décès par an. Pour le simple fait qu'il y a eu un pourcentage de personnes qualifiées qui ont été formées. Quels sont les éléments d'une assistance qualifiée? Premier élément, plus que la seule présence d'un personnel de santé médicale formé ne suffise pas. Il y a un cadre de santé porteur qu'on doit avoir. Nous avons la communauté, nous avons aussi les professionnels de santé. Ceux-ci doivent travailler dans un système qui interfère, où on doit appliquer le transfert des malades quand c'est nécessaire pour la prise en charge des qualités. Nous avons la première des choses, c'est la communauté. La demande en soins qualifiés pour l'accouchement est influencée au sein de la communauté. Il y a des éléments.
Une femme peut avoir l'envie d'aller aux soins, comme je l'ai dit, mais elle est influencée. Quels sont les éléments qui influencent cette femme au sein de la communauté? On va les noter, ils sont au nombre de 5. Le premier élément, c'est la famille de la femme. Si vous qui êtes né à Lubumbashi, né et grandi à Lubumbashi, marié à Lubumbashi, vivant à Lubumbashi et un des enfants à Lubumbashi, vos familles décident sur vous. Les familles de la femme vont dire non, notre enfant ne va pas aller dans cet hôpital-là, parce que cet hôpital est très sale. Il faut nous amener dans un bon hôpital. Ils peuvent influencer la qualité de soins. Deuxièmement, la société dans laquelle elle vit. Si une femme vit dans une bonne société, une société qui est sensible aux soins de santé, qui veut la qualité de soins de santé, cette femme va recevoir la qualité de soins de santé. Mais aussi si elle vit dans une communauté, une société où on ne veut pas aller dans les grands hôpitaux, où il y a de bons soins, on demande non, ça ne fait rien, la CPN, tu peux commencer la CPN même à 7 mois de grossesse, comme ça tu fais seulement 2 mois, tu t'accouches, tu es bien. Non, elle influence la société. Troisièmement, sa situation économique. Elle a l'argent ou elle attend l'argent de son mari. Elle travaille ou elle ne travaille pas. Elle a étudié ou elle n'a pas étudié. Sur le plan économique, est-ce que c'est elle qui décide comment elle dépense l'argent pour sa santé ou pas? Ce sont les facteurs qui influencent. Et enfin, le quatrième facteur qui influence, c'est la culture. Il y a des cultures, je vous ai dit, il y a des religions où la femme ne peut pas décider seule. Elle doit attendre l'avis de son mari. Il y a des cultures où la femme, c'est elle-même qui décide, qui gère même la maison. Elle gère tout, le mari n'a pas un mot à dire. Tout dépend, ça influence aussi la qualité. Ça peut être à la base de contribuer à la mortalité, à la réduction de la mortalité maternelle ou augmenter la mortalité paternelle. Deuxième élément, sur base duquel on doit insister, c'est l'environnement porteur. Un environnement porteur englobe beaucoup de choses. La première chose qu'elle englobe, ce sont les politiques. Et les politiques et les cadres réglementaires appropriés pour assurer une maternité sans risque. Est-ce que la politique valide cela ou pas? Troisièmement, des interventions de soutien efficaces. À côté des interventions de soutien efficaces, vous avez le protocole et des normes de soins pour la mère et le nouveau-né. En dehors de cet environnement porteur qui englobe les éléments que je viens de citer, on y ajoute les équipements et un approvisionnement régulier en médicaments et autres produits adéquats. Il y a des structures qui manquent les médicaments essentiels de base. C'est pas normal. Quelque chose cloche quelque part. Et ce n'est pas bien. Nous devons avoir un bon système de transfert, un bon système de transport et de communication fiable qui sont essentiels pour créer un cadre de santé porteur. Un malade qui tombe maintenant, est-ce qu'on a, même si on l'a mené à l'hôpital, y a-t-il des médicaments? On peut arriver là-bas, il n'y en a pas. Ou soit vous arrivez là-bas, vous avez amené une femme qui est inconsciente, qui convulse. On vous fait une ordonnance. Vous devez courir pour aller chercher les médicaments. Quand est-ce que vous va donner le soin approprié? C'est difficile. Troisièmement, c'est le personnel de santé qui doit être qualifié. Ici, j'aimerais clarifier quelque chose. C'est qui un personnel de santé qualifié? Par définition, une personne de santé qualifiée, c'est une personne ayant une qualification en obstétrique. Pour avoir la qualification en obstétrique, c'est entre autres les personnels qu'on appelle les médecins, il y a les sages-femmes et les infirmières accoucheuses. Elles ont suivi cette formation pour avoir une capacité à prendre en charge les cas, à pratiquer les accouchements normaux, à diagnostiquer, à traiter les complications obstétricales ou lorsque c'est nécessaire, décider et préparer le transfert de la patiente vers un niveau supérieur. Donc je reprends en disant que c'est une personne, des personnes ayant une qualification obstétrique, en parenthèse, médecin, sage-femme, infirmière accoucheuse, et ayant été formée pour pratiquer.
des accouchements normaux, diagnostiquer et traiter les complications obstétricales ou, lorsque c'est nécessaire, décider et transférer le malade après l'avoir préparé à un niveau supérieur. Je donne un exemple, vous êtes dans un centre de santé, vous avez besoin que vous avez reçu une femme, elle est en train de présenter des saignements avec des contractions abdominales. Vous avez examiné à la fin, vous vous rendez compte que cette femme, vu ses contractions, soit avec saignement, elle est en train de présenter les signes d'une rupture utérine. Vous n'allez pas continuer à diriger cet accouchement, mais par contre, vous allez décider d'accompagner cette femme. Vous allez préparer, vous décidez, vous la préparez pour un transfert vers un niveau supérieur. Si vous, à votre niveau, votre structure et établissement, vous ne pratiquez pas la césarienne, ça ne sert à rien de garder une femme comme ça. Même si vous voulez l'argent, même si vous dites non, vous pouvez improviser. On improvise parce que la santé des femmes, il ne faut pas improviser de choses bizarres. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de cas de décès. Ce n'est pas une très bonne chose quand les femmes doivent mourir parce qu'elles doivent donner naissance ou elles doivent donner une vie. Non, elles ne peuvent pas mourir. D'où nous avons besoin d'avoir aussi un personnel de santé qualifié. C'est important. Alors, quand on parle d'un personnel de santé qualifié, ceci dit, il doit être capable de quoi? 2 points. Premier point, il doit être capable de reconnaître les complications dès leur apparition. Vous êtes infirmière, accoucheuse, vous êtes sage-femme, vous êtes médecin, obstétricien, gynécologue, vous êtes en train de surveiller une femme. Quand vous êtes en mesure de reconnaître les complications, on va parler de vous que vous êtes un personnel de santé qualifié. Deuxièmement, vous devez être en mesure de dispenser les soins appropriés. Troisièmement, vous devez commencer le traitement. Vous devez être en mesure de commencer un traitement avant de transférer la femme. Sinon, dans le cas contraire, ça serait très bizarre. Comment vous allez faire? Alors, quatrièmement, vous devez être en mesure de superviser le transfert de la mère et de l'enfant dans un service où ils pourront recevoir les soins qui dépassent sa compétence ou ne peuvent pas être donnés sur place. Je rentre dans notre exemple que je venais de donner tout de suite. Une femme qui saigne, qui a des contractions. Vous devez être en mesure, en examinant la femme, quand vous avez procédé par palper son utérus, vous vous rendez compte que cette femme présente déjà une rupture utérine. Avec ces saignements, les contractions qui sont là, vous allez procéder par, vous devez commencer le traitement. Arrêtez toutes les contractions en donnant un produit spécifique. Il faut tokoliser pour arrêter toute contraction, pour que cette femme soit mieux. Vous allez dispenser les soins appropriés. Vous préparez un abord veineux. Une voie veineuse doit être en place. Vous devez déjà préparer, vous dites, parce que ce sont les anémies, nous avions dit, qui sont à la base d'un décès. Alors, il faut faire très attention. En tant que personnel, devant un cas comme ça, vous préparez déjà un transfert de la mère. Si, par exemple, c'est une femme qui s'est accouchée et qui a rétention placentaire, je viens de vous raconter l'autre jour, il y a une jeune dame qui est grande sœur à une de mes étudiantes, qui est décédée de suite d'une rétention placentaire. L'enfant était déjà sorti. La maman a commencé à saigner, le placenta s'est bloqué. On fait quoi avec? Vous n'allez pas garder la femme. Vous n'avez pas gardé l'enfant. Il faut préparer déjà leur transfert. Ils les ont transférés en retard. Après avoir eux-mêmes essayé de tirer, les saignements continuaient et la fille est partie. Elle a laissé 4 enfants. Figurez-vous, qui va s'occuper de ces 4 enfants? Même si son mari doublait l'amour qu'il a de père pour prendre en charge ses enfants, il ne va jamais arriver à prendre en charge les enfants comme sa maman. Donc, vous comprenez qu'il faut organiser, superviser le transfert de la mère et de l'enfant au service où ils peuvent recevoir les soins appropriés qui dépassent votre compétence ou qu'ils ne peuvent pas recevoir sur place. La femme dans ces conditions-là avait besoin de soins appropriés. Mais malheureusement, elle est décédée. Et puis, quelques temps après, on a laissé refroidir son enfant. L'enfant a attrapé froid. Il a présenté des difficultés respiratoires. Au bout de quelques temps, l'enfant aussi est mort. Et cette femme, je pense qu'on l'enterre aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce sont des choses que
un personnel de santé qualifié doit militer. Alors, nous allons voir les types de personnels de santé qualifiés avec leurs différentes aptitudes et compétences. Nous avons les sages-femmes. Nous avons les infirmiers spécialisés en obstétrique ou infirmiers accoucheuses. Chez nous, par exemple, en République démocratique du Congo, vous n'allez pas trouver toutes ces formations. Mais ailleurs, ça existe. Ailleurs, on trouve une infirmière, elle est spécialisée seulement en obstétrique. Elle est spécialisée seulement à la maternité dans les accouchements. Elle est spécialisée seulement dans la réparation, par exemple, de fistules. Il y en a. Il y en a, c'est possible. Chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade d'organiser des petites formations de spécialisation aux infirmiers. Mais il faut comprendre que ça existe. Nous avons les médecins ayant une compétence obstétricale. Il a passé tout son temps dans les services d'obstétrique où il a beaucoup travaillé, il a vu de cas, il a développé, il a beaucoup lu, il a fait des recherches, il a produit des résultats. Ça peut le permettre d'avancer correctement. Voilà un peu, d'une façon ramassée, les types de personnels de santé qualifiés et leurs aptitudes ainsi que leurs compétences. Les sages-femmes, c'est reconnu. À la maternité, actuellement, on ne peut pas trouver les infirmiers. On doit y trouver les sages-femmes. Même dans les services obstétricaux, à la maternité, on doit trouver les sages-femmes. C'est comme ça que de plus en plus, comme l'ISTEM fait la formation sur les sages-femmes, et c'est une très bonne chose. Je pense qu'on est à la 3e promotion. C'est une très bonne chose que ces sages-femmes puissent être formées en grand nombre et ils vont remplacer les infirmiers qui sont là. Ils vont faire le transfert des connaissances. C'est très très bien que ça se passe ainsi. Alors, on va passer à la définition des compétences minimum et des compétences additionnelles requises pour être un accoucheur ou une accoucheuse qualifiée. On va voir par définition. Quatrièmement, c'est quatrième élément de l'assistance qualifiée, c'est les systèmes de transfert, on l'a déjà dit. Donc, le passage de soins obstétricaux fournis pour l'accouchement normal aux soins obstétricaux d'urgence primaire et complet en cas de complications obstétricales. Ce personnel doit être à mesure de faire ça. Alors, sans tarder, on va parler de soins obstétricaux. Les soins obstétricaux, on va voir. Le premier point, c'est la couverture en soins obstétricaux essentiels. Couverture. Certains auteurs disent au moins 15% de femmes enceintes présentent des complications graves au cours de l'accouchement. Au moins 15. Si on a 100 femmes, parmi les 100, 15 femmes présentent des complications au cours de l'accouchement. C'est quand même de trop. Et on doit militer pour qu'on puisse réduire sensiblement cette prévalence. Et l'OMS présente une proportion minimum de femmes enceintes à qui de soins médicaux devront être dispensés pour éviter un décès ou une incapacité. Il présente un minimum, on va le voir. Alors, je donne l'exemple ici, par exemple, dans le cadre d'une incapacité. Une femme qui s'accouche normalement, on nous dit qu'elle peut avoir au moins 15% de présenter une complication. Mais, quelles sont les complications? Parmi les complications, on parle des incapacités. Et par exemple, au cours de l'expulsion de l'enfant, au cours de poussée de la mère, la maman a fait le pousser, mais après l'accouchement, elle ne sait plus marcher, elle a mal au bassin. Donc sa jambe droite ou sa jambe gauche ne sait plus fonctionner normalement. Ce sont des incapacités qui arrivent suite au fait que le bassin a été bougé. Il y a des femmes qui accouchent après l'accouchement, la colonne vertébrale pose problème. Donc ce sont des complications, des minimums de complications que le personnel devait commencer par prévenir. Une des interventions les plus prometteuses reste la couverture en soins. Ceci passe par l'amélioration des compétences de centres de santé. On doit améliorer les capacités de nos centres de santé, dans le sens où, si un centre de santé est bien équipé, il a un personnel qualifié, il détient des équipements, il peut prendre en charge une femme, quelle que soit la complication. Les autres petits établissements, afin qu'ils soient en mesure de dispenser les soins obstétricaux essentiels de base. Notre objectif,
nous voulons parler de l'amélioration de la couverture en soins essentiels, on doit plus marteler sur l'amélioration des compétences de nos centres de santé, afin que ces derniers puissent être de qualité. Alors, on a fait une répartition selon les soins obstétricaux essentiels. Les centres de santé ont l'obligation de donner les soins obstétricaux essentiels de base. Je vais vous donner les fonctions SONU, on appelle les soins obstétricaux néonatales d'urgence. Je vais vous les lire, mais ici on donne les catégories par rapport aux échelons. Je vous ai dit que notre système de santé congolais, il est organisé au niveau périphérique, il est organisé par deux échelons. Le premier échelon est représenté par le centre de santé et le deuxième échelon est représenté par l'hôpital général de référence. Mais à l'hôpital général de référence, pour les soins obstétricaux essentiels, ils doivent nous donner les soins obstétricaux essentiels complets. Donc on appelle autrement SOEC. SOEC. Mais au niveau du centre de santé, on doit avoir SOE, donc soins obstétricaux essentiels. Mais pas forcément toutes les fonctions ou toutes les composantes des SONU de base. Mais à l'hôpital, on ajoute une composante telle que la césarienne. Ça s'ajoute à l'hôpital. Cette césarienne, ça ne se réalise pas au niveau du centre de santé. Mais ce qui est curieux, vous allez vous rendre compte qu'une fois sur le terrain, il y a des structures qui ne devraient pas réaliser les césariennes, par exemple les interventions chirurgicales. Ils sont en train de les réaliser dans des centres de santé. Ils ont même créé des blocs opératoires. Est-ce que ces blocs opératoires sont stériles? Est-ce qu'ils répondent aux normes? Mais du moment que ça nous permet de sauver les vies, et c'est un peu de la faiblesse de notre gouvernement. Nous, on les accorde, on leur accorde, on les encourage. Au lieu que la femme quitte là-bas pour l'hôpital Sendou ou les cliniques universitaires, s'il a la possibilité d'être prise en charge dans un centre de santé qui est reculé et bien équipé, donc on peut l'encourager à être prise en charge au niveau de ces structures. Alors, nous allons voir quelques indicateurs. Deuxièmement, c'est la surveillance du niveau de couverture en soins obstétricaux essentiels. On a l'indicateur et puis on vous présente aussi le niveau acceptable de ces indicateurs. Premier indicateur, c'est la disponibilité de soins obstétricaux urgents. Et dans cet indicateur, on y ajoute aussi le nombre de structures sanitaires avec soins obstétricaux urgents de base et soins obstétricaux urgents complets. Combien? Quel est le niveau qui est acceptable? Pour 500 000 habitants, il faut au moins 5 centres de santé, incluant au moins un centre de référence ou un centre de santé de référence avec les soins, les SONU-C ou le soin obstétricaux essentiel C complet. C'est ce qui est préférable. Donc, on voudrait, pour une population de 500 000 habitants, avoir au moins 5 centres avec un seul centre de santé de référence ou un hôpital général de référence qui peut remplir les SONU-C. Deuxième indicateur, c'est la répartition géographique des structures sanitaires des SOU. Donc, comme un niveau acceptable, toutes les régions sous-nationales ont au moins 5 structures sanitaires de SOU, incluant au moins un centre de SOU complet pour chaque tranche de population de 500 000 habitants. C'est ce qui est acceptable. Troisième indicateur, la proportion de tous les accouchements qui se font dans les structures sanitaires avec SOU, soins obstétricaux d'urgence. Quel est le niveau acceptable? Le niveau minimum acceptable doit être établi localement. Cela dépend d'une aire de santé à une autre, d'une contrée vers une autre contrée. Quatrième indicateur, c'est les besoins en SONU satisfaits. Ici, pour calculer les besoins en SONU satisfaits, on voit la proportion des femmes qui présentent des complications obstétricales majeures, directes, traitées dans une des structures avec SONU.
Alors, quels sont les niveaux acceptables? Sur au moins 100% de femmes que l'on estime présentant des complications obstétricales, directes et graves, qui doivent être traitées dans les structures. Cinquième indicateur, c'est la proportion de césariennes dans l'ensemble des accouchements. Quel est le niveau acceptable? C'est la proportion des accouchements par césarienne estimée dans la population. Il ne doit représenter pas moins de 5% ni plus de 15%. Ici, je vais faire un petit commentaire. Il y a des structures où quand une femme arrive, elle peut même s'accoucher normalement. On force les choses. On se dit non, bon, comme elle est normale, elle peut même supporter l'anesthésie. Faisons carrément une césarienne. On fait une césarienne pour l'argent. Non, ça doit être quelque chose qui est indiqué et pour lequel vous regardez, vous dites que si on laisse la femme s'accoucher normalement, il y aura des complications, soit chez la mère, soit chez l'enfant. Dans ce cas, on peut faire. Alors, sixième indicateur, c'est le taux de létalité causé par des complications obstétricales directes. Quand on parle de la létalité, c'est l'ensemble de proportions de décès liés à une cause spécifique. Je donne un exemple. J'ai enregistré 10 décès. Au cours de ces 10 décès, 2 femmes sont décédées des éclampsies, 5 femmes sont décédées des hémorragies et les 3 autres femmes sont décédées des complications liées au néopaludisme. Alors, la question, si on me permet de défendre, on va me poser la question, quelle est la létalité liée à l'hémorragie? Donc, c'est une cause spécifique pour laquelle je ne veux pas calculer sur l'ensemble des malades, mais je la calcule sur l'ensemble des décès qu'il y a eu. C'est la létalité. Alors, le taux de létalité parmi les femmes qui présentent des cas de complications obstétricales, ça doit être moins de 1%. Moins de 1%. Donc, par moment, il y a des complications qui arrivent, mais nous voulons que nous puissions les limiter. Septième indicateur, c'est le taux de décès intrapartum et néonatal précoce. Les normes à ce niveau restent à déterminer selon les pays. Il y a des pays où c'est écrit 0. On ne permet pas qu'il y ait des décès intrapartum. Comment une femme peut suivre et faire suivre sa grossesse jusqu'à l'accouchement? Et quand elle est dans la salle technique, elle vient mourir. Qu'est-ce que les CPN ont eu à faire sur cette femme? Donc, il n'y a pas de raison de voir une femme mourir pendant l'accouchement parce que la CPN ou les CPN ont un objectif. L'objectif, c'est orienter l'accouchement, déceler s'il y aura des complications au cours de l'accouchement. C'est préparer la femme. Comme si la femme meurt au niveau de salle technique, ça veut dire ces consultations prénatales n'ont pas été à la hauteur. Par ricochet, ça démontre la non-qualification du personnel de santé. Et l'environnement porteur n'a pas été à la mesure. Mais imaginez que dans le gros des cas, c'est le personnel qui influence tout ça. Donc vous devez être à mesure en tant que personnel de donner des bons conseils aux femmes qui viennent à la CPN. On ne vient pas à la CPN pour le plaisir de venir, non. Il y a des femmes qui s'accouchent normalement en milieu rural sans aller à la CPN. Mais du moment qu'on vient à la CPN, c'est pour minimiser, contribuer à déceler les complications éventuelles qui pourront survenir chez la femme au cours de l'accouchement. C'est ça la raison fondamentale de CPN. Aujourd'hui, on parle de CPN recentré. Une femme qui n'est pas venue pendant toute la période de consultation, mais elle vient presque en dernière minute. La consultation prénatale commence à quel âge? C'est à partir du premier. Il est dit, dès que la femme s'essaie enceinte, si elle sait qu'elle est enceinte, elle commence la consultation prénatale. Pourquoi? Parce qu'elle doit confirmer d'abord qu'elle est enceinte réellement ou pas. Si on confirme qu'elle est enceinte, elle continue son cycle de consultation prénatale. Mais on arrive que les femmes commencent la CPN à partir de 6 mois de grossesse. Et elle ne va pas bénéficier de tout le suivi, des évaluations selon les stades, selon les trimestres de grossesse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de problèmes.
Alors, nous avons le 8e indicateur, la proportion de décès maternels dus à des causes directes, indirectes dans les structures sanitaires. Aucune norme ne peut être établie à ce niveau. C'est ce qu'on nous dit. Ça veut dire qu'on refuse qu'on nous dise que la femme là est décédée parce que, on vous avait dit, cette femme là est décédée de quoi? Oh, malaria mal soignée. Non, ça ne peut pas être ça. Pourquoi mal soigné? Ce qui soigne, c'est le personnel. Vous voyez? Donc, vous avez l'obligation de soigner cette femme jusqu'à ce qu'elle puisse être rétablie et prévenir les éventuelles complications. Alors, on va voir les fonctions signalétiques utilisées pour identifier le soin, les soins obstétricaux urgents, de base et complets. Je vous ai dit, les soins obstétricaux urgents de base, on le rencontre au niveau de l'hôpital, pas forcément, du centre de santé, je m'excuse. Du centre de santé. C'est là qu'on le rencontre. Alors, mais on le rencontre aussi au niveau de l'hôpital. Mais l'hôpital s'ajoute d'autres fonctions. Donc, il prend en même temps ce qu'on va le trouver au niveau des bases et il y ajoute les soins obstétricaux complets. Première fonction signalétique, l'administration des antibiotiques par voie parentale. Ça peut se faire dans un centre de santé, pas dans une fenêtre de santé. Tu termines, tu crées quelque chose dans ta chambre, comme ça tu commences à soigner au salon, et la chambre, quand tu as un accouchement, tu le diriges sur les lits dans ta chambre, tu sors. Non, vous voyez, ce sont des normes qui doivent être bien élaborées et bien appliquées. Ce n'est pas bien. Alors, deuxième fonction signalétique, c'est administrer les médicaments utérotoniques. Exemple, misoprostol, l'oxytocique, les oxytociques par voie parentale. Vous devez être en mesure d'administrer, ça fait partie de fonctions SONU. Troisième fonction, administrer les anticonvulsivants par voie parentale en cas de pré-éclampsie et d'éclampsie. Vous avez par exemple le sulfate de magnésium. Ça ne peut pas manquer dans une structure où on se dit qu'on est en train de remplir les soins obstétricaux urgents des bases. C'est la base, on doit les avoir. Parce qu'on ne sait jamais les complications. Certaines complications peuvent survenir. Ce n'est pas forcément que la femme a été infectée, qu'il y a eu ceci, qu'ils se sont battus. Non, mais c'est aussi le fait que cette femme, elle peut être par exemple tabassée, elle peut connaître un accident de circulation, mais quand elle arrive à l'hôpital avec sa grossesse qui est menacée, vous devez être en mesure d'administrer les soins appropriés. Quatrième fonction, c'est extraire manuellement le placenta. C'est une des fonctions de SONU, l'extraction manuelle de placenta. Cinquième fonction, faire l'extraction de produits résiduels. Exemple, appliquer la ventouse manuellement ou utiliser un autre produit qui a des effets abortifs chez la femme. Sixièmement, vous avez pratiqué un accouchement par voie basse assistée. Exemple, lorsqu'on veut faire recours à la ventouse ou à l'usage de ventouse. Donc, c'est l'une des fonctions signalétiques de SONU. Septième fonction signalétique, pratiquer une réanimation néonatale. Exemple avec l'embu ou le masque pour aspirer l'enfant, essayer de le réanimer, vous le tapotez, l'enfant pleure. Donc ça fait partie des fonctions de SONU. Alors, septième fonction, au niveau de l'hôpital, on peut pratiquer les fonctions signalétiques de 1 jusqu'à 7. Plus, on y ajoute, la huitième fonction, c'est pratiquer une opération chirurgicale. La césarienne, ça se passe à l'hôpital. À l'hôpital, je dis bien. Ou dans une structure spécialisée. Vous avez les polycliniques, vous avez les centres médicaux. Donc, on peut les appliquer à ce niveau-là. Et neuvièmement, pratiquer les transfusions sanguines. Logiquement, dans les fonctions d'une structure telle que le centre de santé, on ne peut pas transfuser au niveau d'un centre de santé. Mais par contre, on peut
arriver à transfuser qu'au niveau de l'hôpital ou au niveau d'un établissement qui remplisse déjà une catégorie de points, c'est des fonctions signalétiques, c'est déjà une très très bonne chose. Voilà un peu les fonctions signalétiques de SONU. Sur l'autre point, on va parler de la planification familiale parce que nous sommes en train de donner toujours les principes pour avoir la maternité à moindre risque. La planification familiale nous accompagne. C'est une première action aussi dans cette prévention. Quel est le but de la planification familiale? La planification familiale poursuit comme but permettre aux couples et aux individus de décider librement et avec discernement du nombre et de l'espacement de leurs enfants. Il faut leur permettre. Bon, nous sommes en Afrique, nous on n'encourage pas aux individus d'avoir des enfants sans être en dehors, sans être dans le mariage. Et vous allez voir que cette définition parfois elle est controversée. En Occident, les femmes, quelqu'un peut décider, je veux un enfant mais je ne veux pas me marier. Elle fait le tout, elle a son enfant, elle va l'élever seule, mais n'est pas dans le mariage. Ce que nous, en Afrique, nous ne partageons pas, même au Congo, mais éventuellement, il y a des tribus de gens qui veulent vivre cette théorie. Alors, comme but aussi, c'est de permettre de disposer des informations, que ce couple ou ces individus puissent avoir des informations et des moyens nécessaires à cette fin, de décider librement le nombre et l'espacement de leur enfant. Quelqu'un peut décider, dire non, j'ai un enfant de 4 mois, je fais de mon mieux pour que je puisse avoir un autre dans peut-être le début de l'année prochaine. C'est à elle de décider. C'est elle seule. Mais même quand elle décide, le but de venir consulter les personnels de santé, il faut voir, il y a l'état de santé, on va voir tout ça, ça fait partie des complications, certaines complications chez les femmes. Alors, ils doivent faire le choix éclairé et de mettre à leur disposition toute une gamme de méthodes sûres et efficaces. L'efficacité et la sûreté des méthodes contraceptives dépendent d'une femme à l'autre, des techniques qu'on applique, la période à laquelle on a décidé de suivre une méthode contraceptive. Il ne faut pas être du lot des gens qui se permettent de dire non, les méthodes contraceptives, ça ne tient pas, c'est faux et archi faux. Il y a des gens qui sont, par exemple, allergiques à la pilule. Il y a d'autres qui sont allergiques au Depo-Provera. Il y a d'autres qui sont allergiques au Norris Terate. Donc, ça dépend d'une femme à une autre. Et tout dépend aussi des capacités du personnel. Je vous ai dit, un personnel de santé qualifié, et celui qui le réfléchit, il évalue l'état de santé de la femme. On ne place pas par exemple, il y a des gens qui se permettent de placer les dispositifs intra-utérins chez les femmes sans examiner si la femme est dans quelle période. Là, nous, les femmes, nous avons 2 phases au cours de notre cycle mensuel. Nous avons 2 phases. La première phase, c'est la phase proliférative. Et la deuxième phase, c'est la phase sécrétoire. Il y a des hormones qui se donnent selon les phases. Si vous prenez des hormones qui sont riches en progestérone, d'autres sont riches en estradiol. Vous prenez quelle hormone, vous êtes pendant quel cycle. Si le personnel de santé commence à suivre tout ça de plus près, vous n'allez pas avoir de problème. Les trucs, oh non, les effets, les inconvénients, ceci, j'ai fait ça, ça m'a rendu stérile. Non, ce sont des choses qui sont très rares, mais à condition que les gens respectent les principes. Autre principe dans la planification familiale, le principe du choix libre et éclairé, c'est une condition essentielle du succès à long terme de programme de planification familiale. Aucune forme de coercition ne doit y être jouée le moindre rôle. Ne forcez pas une femme, prenez seulement les dépôts, prenez seulement les ceci, ça va vous faire du bien. Moi aussi j'avais pris. Non, la personne doit choisir elle-même. Si elle choisit, par exemple, j'ai choisi de consommer la pilule. Il faut me donner les inconvénients de la pilule, les avantages de la pilule. Quand utiliser la pilule, quand ne pas utiliser la pilule. Si je choisis par moi-même, je serai
responsable des conséquences. Je ne vais pas me plaindre. Vous vous plaignez pourquoi? Parce que, ah d'ailleurs, on dirait que c'est elle qui avait choisi à ma place. Non. Et même dans le mariage, quand on choisit un homme pour toi ou une femme pour toi, l'amour là naturel ne va pas naître comme ça. Bien sûr, on apprend à aimer, mais ça ne va pas naître comme ça. Mais quand je choisis par moi-même, je dis, même s'il y a de problèmes, vous savez pourquoi la plupart des gens veulent fuir? C'est parce que quand il y a de problèmes, ils pensent, ils disent, ah, c'était pas moi qui avais choisi. C'est pour ça que ça arrive. Sinon, je devais déceler ça et le refuser tout le champ. Donc, le choix libre et éclairé est très important. Il ne faut pas pousser les gens à vous les contraigner à choisir une méthode alors que à la fin, ils vont se plaindre. Ce n'est pas une très bonne chose. L'autre principe, la planification familiale ne fonctionne aussi bien que lorsqu'ils sont intégrés au programme de santé en matière de la reproduction plus généraux. Ceci dit, en couvrant les besoins sanitaires connexes, lorsque les femmes sont associées sans réserve à la mise au point, à la prestation et à la gestion ainsi qu'à l'évaluation des services de santé, le service de planification va réussir. Il faut associer les femmes. Quand on arrive, c'est l'homme qui décide, il dit non, on a ça, il faut qu'on limite les accouchements. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, c'est le couple qui doit se mettre d'accord. Et vous allez voir, il y a des couples, tellement qu'ils ont décidé au bout d'un temps, ils ont décidé, non, toi-même, je pense que comme l'accouchement te crée beaucoup de problèmes, qu'on fasse seulement la ligature de trompe. On a ligaturé les trompes. Après quelques années, le papa a dit qu'il a envie d'avoir un enfant, un bébé dans la maison. Comment vous allez faire? Vous allez aller qu'on puisse ouvrir encore et puis faire quoi? Vous voyez que c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il faut que la femme, avec son homme, puisse se mettre d'accord. À côté de ces buts, nous avons ce qu'on appelle les objectifs de la planification familiale. On en a 6. Le premier objectif, c'est aider le couple et les individus à atteindre leurs objectifs en matière de procréation dans un cadre qui favorise la santé optimale. Vous avez 2 chambres à coucher, mais vous êtes déjà au 5e enfant. Ça veut dire non. Non, le cadre sanitaire, donc même les lieux où dorment les enfants, c'est un lieu qui favorise la santé. Les enfants vont dormir sous les sacs de raffia et vous sous les matelas. Par contre, c'est vous les parents qui devez dormir par terre et laisser les enfants dormir dans de bonnes conditions. Donc tout ça, on doit aider les couples, ou soit les individus. Vous venez, vous voulez avoir des enfants, oui, c'est bien beau. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne, mais votre intelligence doit fonctionner pour que Dieu vous donne, pour que vous puissiez avoir le temps de les gérer. Deuxième objectif, c'est empêcher les grossesses non désirées. C'est ça l'objectif de planification familiale. On doit empêcher. Réduire l'incidence de grossesse à risque élevé. Vous avez une femme qui, une fois elle tombe enceinte, elle présente des pathologies compliquées, les insuffisances cardiaques. On fait quoi avec elle? Non, on ne va pas continuer qu'elle puisse concevoir. Mais elle va mourir. Chez qui on a évalué déjà qu'il y a un risque élevé de l'incidence sur la grossesse. Non, mais si une femme comme ça, on doit l'orienter. De la morbidité et de la mortalité. Donc, on doit empêcher la morbidité et la mortalité. Empêcher que la femme tombe malade et qu'elle meure avec sa grossesse ou de suite de sa grossesse. Troisième objectif, mettre à la disposition de tous ceux qui ont besoin et qui souhaitent y avoir recours les services de planification familiale de bonne qualité, qu'ils soient abordables, acceptables, accessibles, tout en tenant compte de l'impératif de confidentialité. Il semble que le personnel médical, les infirmiers en particulier, ne gardent pas les secrets des malades. C'est votre problème. Un jour, vous tomberez sur un cas de quelqu'un qui va vous mener jusqu'en justice. Vous allez perdre votre crédibilité dans votre profession. Vous saurez que la confidentialité est une très bonne chose dans la vie. Réalisez encore les serments de l'infirmier, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc les méthodes doivent être abordables, acceptables, accessibles pour qu'on ne puisse pas avoir de problème. Quatrième objectif,
les services de planification familiale doivent permettre d'améliorer la qualité des services. Il doit permettre d'améliorer la qualité des services. Cinquièmement, accroître la participation des hommes à la pratique effective de la planification familiale, les amener à partager davantage les responsabilités. Oui, l'homme doit être impliqué. C'est ça l'objectif que doit poursuivre le service de planification familiale. Il faut pousser plus les hommes à être là, à participer, afin qu'ils puissent arriver à partager un certain nombre de responsabilités. Sixièmement, encourager l'allaitement maternel pour favoriser l'espacement des naissances. Vous savez, vous êtes sans ignorer que parmi les méthodes contraceptives naturelles, il y a l'allaitement maternel. Avec l'allaitement maternel, ça peut favoriser que la femme puisse entrer dans ce qu'on a appelé une aménorrhée d'allaitement. Celle-ci va continuer à allaiter son enfant, mais au bout d'un temps, si un enfant, si l'enfant atteint 12 mois ou plus, quand il y a retour de couche pour la maman, ça donne les signaux que la maman peut concevoir. Et donc, c'est aussi une méthode qui nous permet d'espacer les naissances. Faire que l'enfant tète normalement et puis convenablement, c'est très bien pour la santé de la mère, mais aussi pour la santé de l'enfant. Rappelez-vous du duo inséparable, la maman et l'enfant. La maman doit manger pour avoir une bonne santé et elle doit faire téter son enfant correctement. Il y a des femmes qui disent l'allaitement maternel fait vieillir. Vouloir ou pas, oh, les seins se sont affaissés, ils sont tombés. Ça tombera toujours. Quand tu vas vieillir, ou même si tu ne fais pas allaiter, ça tombera toujours. Allez voir les gens qui ne veulent pas téter, vous allez comprendre. Faire téter les enfants, vous allez comprendre. Alors, ceci dit, on a fini notre quota des services de planification familiale. On entre maintenant dans la partie de la sexualité et la relation entre le sexe. Quel est le principe d'action? Les principes d'action ici, à ce niveau, on va les voir. La sexualité et les relations sexuelles entre les sexes sont interdépendantes. Ils sont interdépendantes. Et l'ensemble influe sur la capacité qu'ont les hommes et les femmes d'avoir une vie saine et de maîtriser leur destin en matière de procréation. Vous allez voir la sexualité, et ici on voit les relations entre les sexes qui sont interdépendantes. Donc il faut comprendre, on va évoluer. C'est quoi qu'on appelle violence dans le couple? On a donné quelques définitions. Définition de la violence à l'égard de femmes. Selon, il y a les recommandations du droit de l'homme où on est en train de donner une définition de la violence. Nous avons plusieurs types de violences. On va voir la violence sexiste. C'est une violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Il y a des violences qui sont faites dans certaines... C'est une femme. Certains autres, parce que la femme, on voit comment elle réagit, on le fait ça, on met dans le quota de violence sexiste. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou de souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel. La menace de tels actes et la contrainte ou autre privation de liberté. J'espère que vous comprenez. Donc ici, je vais expliquer en disant, une femme, ce n'est pas seulement qu'on peut violer sur le plan sexuel. Les violences sexistes diffèrent de diverses natures. Nous avons, une femme peut se trouver que son mari, quand il arrive, il prend tout son temps pour l'insulter. Il la déconcentre moralement. Mentalement, cette femme va se trouver qu'elle va souffrir. Le fait qu'elle insulte, il menace. Si toi tu sors, si je te trouve seulement... Il y a des filles qui ont été nos amies. Je donne l'exemple de ce que j'ai déjà vécu ou des exemples au cours de mon exercice de ma profession.
On a vu des filles, une fois mariées, le mari n'autorise même pas que la femme puisse sortir dehors. Elle ne peut pas aller au marché seule. Elle ne peut pas aller faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Limiter, le fait de limiter la liberté de cette femme, elle est en train de subir une violence. On doit, la femme doit se sentir libre. Mais pourquoi l'homme le cache? Il se passe quelque chose d'anormal. Alors il y a la violence sexiste qui compromet ou rend nulle la jouissance de droits individuels. Chacun de nous a des droits individuels. Mais du moment qu'on a accepté de partager, d'entrer dans le mariage, ça ne veut pas dire qu'on doit sacrifier tous ses droits. L'homme ne peut pas respirer. Il y a des femmes, c'est le cachot artificiel. Donc elle est mariée à un homme, l'homme ne peut plus sortir, l'homme ne peut plus voir ses amis, ce n'est pas bon. On doit limiter, limiter ce genre de... Ce sont des jalousies, moi, que j'appelle mal placées. Laissez l'homme, il a le temps de respirer. Il peut trouver un peu de temps seul sans toi. Tu veux le coller, qu'il ne respire pas, qu'il ne puisse pas... Je suis en train de parler de violence sexiste qui compromettait ou qui rendait nulle la jouissance de droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu de principes généraux du droit international ou de conventions particulières relatives aux droits de l'homme. Ceci constitue une discrimination au sens de l'article 1er de la Convention. Alors, dans la Convention internationale des droits de l'homme, on parle de la limitation de la liberté de l'individu. Chacun de nous est libre. Ce n'est pas parce qu'il s'est marié, il ne peut plus avoir droit de manger, il ne peut plus avoir droit de vivre. Donc il y a des mariages comme ça, vous entrez une fois, il y a des problèmes qui commencent. L'homme commence à dire, non, moi je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que... C'est vrai qu'il y a des interdictions sur des choses qui sont normales, que tu trouves que ça, en tout cas, il a raison, mais des choses que je ne veux pas te voir sortir pour aller au marché. Non, ça c'est anormal. Aller au marché, c'est... Normalement, c'est pour la femme. Vous, les hommes qui aimeraient aller acheter tout, même les oignons à votre femme, ce n'est pas bien. Alors, on peut voir l'article 1 de la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes. Les termes violence à l'égard de femmes désignent tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou de souffrance physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Les hommes qui interdisent aux femmes, non, je ne veux pas que tu travailles, mais que toi, en tant qu'homme, tu puisses travailler et couvrir les dépenses de la maison. Sinon, dans les cas contraires, tu n'as pas le droit de dire ça à la femme. Alors, les résolutions de l'Assemblée générale sur l'élimination de violences ont tenu un certain nombre sur la violence familiale à l'égard des femmes. Si une femme dit qu'elle est fatiguée à un homme, ce n'est pas fatigue de refus. Fatiguée parce que le corps ne se sent pas bien et qu'elle est votre femme. Vous n'allez pas la forcer à coucher avec elle. Non, vous devez respecter d'abord son nom. Hein? Et de toute façon, par mesure, il faut chercher à négocier. Tu négocies avec elle. Si elle dit qu'elle est fatiguée, tu la laisses dormir et demain, tu pourrais récupérer ce dont tu en as besoin. Alors, c'est si on considère que la violence familiale peut comprendre la privation et l'isolement économique, risquant de porter atteinte de manière imminente à la sécurité, à la santé ou au bien-être des femmes. Vous êtes homme, vous avez marié votre femme, vous l'avez mis dans votre maison. Vous ne voulez pas qu'elle puisse sortir. Elle doit rester là avec vous, du matin jusqu'au soir. C'est bien. Après, vous lui donnez l'argent, vous dites à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te donner l'argent. L'argent, je vais commencer à déposer chez ma mère. Vous les hommes qui continuez à être mari, mais en même temps, enfant chéri, vous allez pleurer sous les genoux de votre mère. Continuez, c'est bien. Donc vous donnez l'argent à votre mère et c'est votre mère qui va faire les achats pour votre femme. Ce sont des violences familiales faites à la femme. Là, vous êtes en train de faire atteinte à sa liberté, hein, à sa sécurité. Qu'est-ce qui est sûr que la maman va acheter ce que moi je voulais acheter? Non, laissez la femme vivre
son histoire dehors. Alors, la violence, c'est une forme de vie qui sévit en Afrique en général. Il y a des communautés. C'est là qu'on est en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est. C'est les musulmans, par exemple. On ne traite pas les femmes de la même manière que quand on le traite, comme on le traite chez les chrétiens. Les chrétiens aussi, ils ne traitent pas les femmes de la même manière comme on les traite chez les je ne sais pas qui, les protestants, ou je ne sais pas qui. Donc, si on entre à l'intérieur, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Alors, l'une des violences sexuelles qui se présente, qui est généralisée dans l'Afrique, c'est les mutilations génitales. Mutilations génitales. Dans le monde, on va faire un petit état des lieux. Les mutilations génitales féminines sont souvent désignées et également par l'expression circoncision féminine. C'est ce qui signifie la circoncision féminine. Oh, cette femme-là, on a fait la circoncision, donc on a fait l'excision. C'est l'excision recouvrant toutes les interventions, incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Vous connaissez les organes génitaux externes? Ou la lésion des organes génitaux féminines pratiquée pour des raisons culturelles. Ici, c'est la culture qui prime. Pour faire voir, réaliser les mutilations, il y a des cultures, il y a des musulmans, des arabes, parfois qui font ces pratiques chez ces femmes. C'est pour des raisons culturelles ou religieuses, ou toute autre raison non thérapeutique. Ça n'a rien à voir avec les soins, mais vous pratiquez l'ablation partielle ou totale. On peut enlever les clitoris chez la femme, on peut enlever les petites lèvres, on peut enlever les grandes lèvres, et on peut couper comme ça. Vous allez voir sur les images. Voilà comment ça se présente. Et la mutilation ici, ça s'effectue, ce sont les vieilles femmes qui récupèrent une jeune fille à l'âge de 15 ans, de 11 ans, 10 ans, qui lui font la mutilation. Certains disent parce que quand la femme reste avec tous ses organes, ça lui permet d'entrer en action, en érection, parce que la femme, il faut dire aussi, elle doit jouir de l'acte sexuel. Ce qui fait que on enlève pour certaines cultures religieuses ou des raisons culturelles, les gens disent que ça réduit le taux de prostitution. Les femmes qui comparent, ils disent non, quand j'étais avec Jean-Pierre, c'était comme ça. Maintenant que je suis avec Jean-Paul, c'était comme ça. Non. Dans des cultures, ils faisaient ça pour réduire le taux de prostitution. Il y a des types 1 et 2 de mutilation. Dans les types 1, vous allez voir, ils peuvent couper quelques parties des organes externes. Dans les types 2, ils coupent aussi quelques... Même dans les types 3, ils peuvent tout enlever. Vous voyez là l'image de type 3. La femme ici, elle s'est retrouvée qu'on doit réaliser... on a déjà réalisé chez elle une mutilation. Maintenant qu'elle est au point d'expulser. Donc on a tout enlevé. On a tout enlevé, les organes génitaux externes. Donc, elle n'est restée qu'avec le meilleur urinaire là-bas et le vagin. C'est pas normal, ça c'est une infibulation. Alors, on peut voir en image là-bas, 4e type, élongation. Élongation de type 3. Ici, généralement, les femmes utilisent des produits pour faire ce qu'on appelle l'élongation de certaines parties des organes externes. Telles que les grandes lèvres ou les petites lèvres. Ils le font. Voilà l'image des jeunes filles. C'est à partir de cet âge ici qu'on décide de pratiquer les mutilations sexuelles. Les mutilations génitales féminines, quand et comment on le fait, ils sont généralement pratiqués sur les filles âgées de 4 ans à 14 ans. Elles sont également pratiquées sur des bébés. Il y a des enfants. Non, ils sont encore enfants. On se dit non, pour qu'elles ne puissent pas se rappeler de la même manière comme on fait la circoncision chez les hommes, chez les bébés. Et chez les tout petits, on peut pratiquer ces mutilations. Elles sont aussi souvent pratiquées par des exciseurs traditionnels, notamment les sages-femmes et des barbiers. Ces femmes-là du quartier, de village, qui sont reconnues, qui sont en mesure, donc ils vont amener la femme tout près de la rivière, ils font l'excision, ils mettent un peu de cendre sur la blessure, ils calment l'enfant jusqu'à ce qu'elle se calme, il faut retourner au village. Ça peut se réaliser avec un ciseau, au moyen d'un ciseau ou de lame de rasoir ou des vitres cassées.
Vous voyez, dans le Moyen-Âge ou dans l'ancien temps là-bas, il n'y avait pas de lame de rasoir, il n'y avait pas de ciseaux, il n'y avait pas de couteau. On peut prendre une pierre ou un morceau de vitre qu'on coupe, après on enlève les organes génitaux externes de la femme. Les familles citent plusieurs raisons qui justifient les mutilations génitales féminines. Nous avons la première catégorie des raisons, ce sont les raisons psychosociales. C'est la réduction ou l'élimination du tissu sensible des organes génitaux externes, particulièrement du clitoris, afin d'atténuer les désirs de la femme, les désirs sexuels chez la femme, afin de préserver la chasteté et la virginité avant le mariage. Donc, ça se faisait dans cet objectif. Et dans l'objectif aussi de promouvoir la fidélité durant les mariages. Et afin de croître le plaisir sexuel chez l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme seulement qui jouit. Et la femme ne jouit pas. Elle y va parce que l'homme réclame. Non, l'acte sexuel fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Et la femme aussi a raison de se réjouir. Deuxième raison, c'est pour des raisons sociologiques. Quand on parle des raisons sociologiques, vous voyez les sociétés, hein? Je vous ai dit, selon qu'on se retrouve en Afrique, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, il y a des raisons propres à chaque catégorie de femmes. Donc ici, pour les raisons sociologiques, qu'est-ce qu'on a identifié comme problème? C'est l'identification avec l'héritage culturel. Dans la culture, il y a des cultures, il y a plusieurs cultures. Dans une culture, on peut décider que nos femmes puissent être mutilées, en tout cas obligatoirement. Pourquoi? Parce que chez nous, on doit avoir une génération où les femmes ne peuvent pas se prostituer. Les femmes ne peuvent pas comparer et dire non, toi là, tu n'es rien. Moi, c'est lui qui est bien, c'est seulement l'autre homme. Non, on ne peut pas assister à ce genre de choses. Voilà pourquoi, pour les raisons sociologiques, on évoque ça. Initiation des fillettes à la condition des femmes. Donc, en faisant l'excision, ils disent qu'ils préparent déjà cette fille à être une femme, pas le contraire. L'intégration sociale et le maintien de la cohésion sociale. Des sociétés où on veut intégrer que la femme soit comme nous. On évoque ça. Troisième raison plutôt, les raisons d'hygiène et d'esthétique. Il semble que les organes génitaux externes des femmes paraissent sales et inesthétiques. C'est ce que les gens disent. Certaines personnes, pour des raisons esthétiques, disent non, pour que ça reste, pour qu'il y ait seulement la propriété, pour que ça soit aussi bien présentable, il faut enlever. Et il faut les enlever pour favoriser l'hygiène et rendre la femme attrayante. Vous voyez, quand vous regardez l'image du type 1 de l'ablation et du type 2, ou même du type 3 ou type 4, vous voyez la femme chez qui on a tout enlevé, il n'y a que le vagin qui reste, la nuit se présente et le meilleur urinaire. Donc cette femme-là, elle se dit non, bon, tout va bien pour elle, et ça paraît comme si c'est propre, parce que quand il y a les autres organes, quand les glaires génitales sortent, ça a tendance à colorer et ce n'est pas très bien. C'est aussi peut-être des raisons mythes, accroissement de la fécondation et la promotion de la survie de l'enfant. Certaines mythes pensent que pour que la fécondation, pour que la femme puisse être féconde, il faudrait qu'on fasse la mutilation génitale féminine. Et on peut prolonger même la survie de l'enfant. Bon, ça ce sont leurs raisons. Mais aussi il y a des raisons religieuses. Des raisons religieuses. Certaines communautés musulmanes pratiquent toutefois les mutilations sexuelles féminines parce qu'elles croient en toute bonne foi que cette pratique fait partie de l'islam. Fait partie de l'islam. Donc, ils sont très sûrs, comme ça fait partie de notre culture, on va faire ça. Or, elle est antérieure à l'avènement de la religion musulmane. Si la mutilation existait avant que les musulmans ne viennent. Alors, eux, ils pensent que ça fait partie de ça. Alors, ils sont arrivés même à la médicalisation de la mutilation. Ici, vous voyez l'image, cet enfant, on l'a placé sous embu et on est en train de pratiquer l'excision chez les médecins, bien entendu. C'est une chose qui peut être faite par le personnel médical
et ça prend une autre connotation. C'est les médecins qui le font, c'est propre, ça peut faire objet de prévention de certaines infections. Alors, ceci place la femme et le nouveau-né au centre. Nous voyons, il y a plusieurs programmes actuellement. On parle de programme national de santé de la reproduction, mais à l'intérieur de ce programme, nous avons aussi plusieurs programmes. Et donc, d'autres centres, je vous ai dit, je vous rappelle, le duo inséparable. Vous voyez notre maman avec son bébé. Inséparable. Et à côté, nous avons la maman a ses programmes. L'enfant a aussi ses programmes. Nous avons les programmes maternels. Et de l'autre côté, nous avons les programmes infantiles. Nous avons les programmes maternels et les programmes infantiles. Dans les programmes maternels, on a la vaccination, on a les planifications familiales, on a la prévention des infections sexuellement transmissibles, on a la malaria et le VIH. Ce sont des maladies, de problèmes, de programmes qui doivent être activés chez la femme. Chez l'enfant, on a la vaccination et ange et nutrition. Ange, c'est l'alimentation du nouveau-né, du jeune enfant. C'est plus l'UNICEF qui statue dessus. Ici, vous voyez le schéma du modèle. Nous voulons arriver à créer un bon système de santé. Voici les étapes, comment les choses devaient se passer. Vous avez là les conditions socio-économiques, le contexte. Vous avez ici la politique de prise en charge. On doit avoir un bon budget. Il faut le monitoring. Il faut le training de personnel. En privé, les efforts privés, les efforts en rapport avec la santé. Ça va sur le CPN. Ça va sur les capacités de soins. Donc, ça va tout, mais par-dessus tout ça, on doit lutter contre la mortalité, le ratio de mortalité maternelle. Donc, c'est un modèle très, très, très intéressant qui remplissent ces conditions. Alors, on va voir, on continue la partie. Donc, on va comprendre que cette partie nous permet de bien suivre la femme. Tout ça, ça nous fait partie des méthodes ou des actions qui contribuent à la maternité de moindre risque. C'est très important, c'est capital et c'est une très bonne chose si l'on parvient à avoir tout ce quota de soins. Alors, ceci étant, on va passer à l'autre point. Permettez qu'on puisse, on a fini les... Alors, on va voir les conditions de CPN. Les CPN qui sont à la base de favoriser la maternité à moindre risque. On va les voir. On va les voir. Alors, on va commencer les CPN. On va commencer les consultations prénatales. Nous allons voir ces consultations prénatales servent à quoi et dans quelles conditions on peut les appliquer. Alors, quels sont les concepts généraux? Il faut comprendre que la santé maternelle, comme je vous l'ai dit, doit bénéficier d'un certain nombre d'équilibres entre les interventions du secteur de la santé pour militer et avoir une maternité à moindre risque. La maternité à moindre risque, chez nous, on la représente comme une maison. C'est une maison avec le toit. Le toit, c'est la maternité à moindre risque. Vous allez voir, la fondation, elle est faite par 3 fondations. Une maison doit avoir une fondation, les murs et le toit pour qu'on dise que la maison, elle est complète. Nous avons la première couche de notre fondation, c'est le soutien émotionnel et psychologique. La femme doit être soutenue psychologiquement et à travers ses émotions. Deuxième élément, c'est l'équité. L'équité, ici, par définition, nous pouvons dire, c'est la capacité à traiter les gens en fonction de ce qu'ils possèdent comme ressources.
Par exemple, je prends deux familles. Une famille qui a un salaire de 1000 $ et une autre famille qui a un salaire de 100 $. Entre ces deux familles, s'ils se présentent à l'hôpital, par équité, qu'est-ce que je dois faire? Ils doivent recevoir tous les mêmes soins. En recevant le soin, le paiement qu'ils doivent faire doit dépendre de leur argent, pas du montant que moi j'ai fixé. Ça permet de rendre le soin équitable. Pourquoi? Parce que la famille qui a 100 $ va se retrouver qu'on peut leur demander 100 $, ils dépensent tout. Logiquement, si on doit par exemple calculer les frais à payer pour ces familles, on doit dire la famille qui paye 100 $, qui a 100 $, doit payer 10%, et la famille qui paye, qui a 1000 $ comme salaire, doit payer aussi 10% de leurs 1000 $. Vous voyez, dans ces conditions, on ne va pas empêcher quelqu'un d'aborder le soin, il va accepter, et c'est ça l'équité. En dehors de cette deuxième couche, nous avons notre troisième couche, c'est les services de santé de base. On doit avoir un service de santé de base, centre de santé et hôpital. À côté de ceci, nous avons les pilons. Il y en a au moins 6. 6 pilons qui militent pour que nous puissions avoir une bonne maison au cours de laquelle on va couvrir notre toit, sera la maternité à moindre risque. Le premier pilon, c'est la planification familiale. Deuxièmement, c'est le post-avortement. Le post-avortement. Donc, quand il y a les cas des avortements, après l'avortement, il faut prendre en charge. Parce que généralement, ce sont des cas qui nous compliquent. Troisième pilon, c'est les soins prénatals. Quatrièmement, c'est l'accouchement sans risque et hygiénique. Cinquièmement, les soins du post-partum. Sixièmement, le soin obstétricaux essentiel. Et on vient terminer par notre toit. Donc, le tôle de notre maison sera constitué de la maternité à moindre risque. Donc, pour avoir une maison où il y a la maternité à moindre risque, cela ne dépend pas du personnel. Ici, on n'a pas parlé du personnel, mais on a parlé de services de santé de base, de l'équité, du soutien émotionnel et psychologique, ainsi que les autres pilons qui nous soutiennent pour que nous puissions élever les murs de notre maison. Alors, quels sont les objectifs de soins prénatal? Le soin prénatal poursuit un certain nombre d'objectifs. Premièrement, promouvoir et maintenir la santé physique, mentale et sociale de la mère et du bébé, en apportant une éducation sur la nutrition, sur l'hygiène personnelle et sur l'accouchement. Vous vous rappelez ce que je viens de dire? Je venais de dire que les CPN devaient nous préparer déjà à préconiser la protection ou l'éviction de complications liées à l'accouchement. Mais ce qui est curieux, c'est le contraire. Vous allez à la CPN pour faire quoi? Et vous qui êtes à la CPN, vous faites quoi aux femmes? C'est déplorable. Dépister et prendre en charge les complications pendant la grossesse, qu'elles soient médicales, chirurgicales ou obstétricales. Dépister, c'est chercher une affection anormale qui n'est pas encore découverte aujourd'hui. Une femme ne peut pas arriver à avoir une prééclampsie ou une éclampsie si le personnel de santé ne fait correctement son travail. Elle doit être surveillée de plus proche. Quand elle vient à la CPN, est-ce que vous prenez les mesures? Prenez les mesures au moins. Et vous allez voir que la personne va comprendre. Donc, troisième objectif, formuler un plan de préparation à l'accouchement et en cas de complications. Si à la CPN, qu'on doit dire à la femme, toi tu vas t'accoucher ici chez nous, ça sera un accouchement normal, soit pour ton accouchement, il y aura des petits problèmes, mais il faut être souple. Si tu as vraiment des contractions, tu vas aller t'accoucher là-bas. Je me rappelle dans l'ancien temps, nous quand on a terminé les études, on commençait à travailler, on nous remettait les fiches CPN aux femmes en dernière visite. Donc la dernière visite, vous nous remettez sa fiche. Elle part avec sa fiche. C'est comme ça partout, même en Afrique du Sud, partout, en Namibie, Mozambique, partout dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, les gens travaillent comme ça. Ils remettent à la femme sa fiche pour qu'elle va se présenter la dernière consultation.
On sait qu'elle a déjà sa fiche, on lui a déjà dit où est-ce qu'elle va s'accoucher, comment ça va se passer, quelles sont les choses qu'elle va apporter à l'hôpital, à la maternité, ou pas. Ça se dit, c'est à la CPN de voir ces préalables. Autre objectif, aider à préparer la mère à allaiter de manière réussie. L'allaitement n'est pas une chose facile. La femme doit être préparée à l'allaitement. Il y a des femmes qui, une fois quand elle a un bébé, ils voient l'enfant, ils se disent, voilà, l'enfant, c'est un enfant qui est tout petit comme ça, quand ils donnent le sein pour l'allaitement, c'est comme s'il a peur de toucher l'enfant, c'est comme s'il a peur de faire téter son enfant, et vous allez voir au bout de quelques temps, l'enfant peut tomber malade, l'enfant peut même mourir. Mais il faut préparer à la femme déjà l'allaitement, que toi aussi, comme tu es enceinte, quand tu vas t'accoucher, il faut faire téter l'enfant. Ça se prépare à la CPN. Ce n'est pas la maternité, ce n'est pas après l'accouchement. Ça se prépare. Parce que la femme, il faut préparer la femme. Elle va vivre pendant une période perpétuum normale. Ici, il y a ce qu'on appelle les infections puerpérales. Ce sont les infections qui sont dues à l'accouchement. Il y a des troubles mentaux qui se créent. Normalement, quand une femme tombe enceinte, son fonctionnement change. Sa façon de réfléchir change. Elle va commencer à réagir en fonction des hormones, parce que c'est l'influence des hormones qui va commencer à la dicter. Il faut faire très attention. Ici, il y a des femmes, par exemple, une fois elles tombent enceintes comme ça, il y a celles qui exagèrent. J'ai dit toujours, la grossesse n'est pas une maladie, mais elle peut nous amener plusieurs perturbations. Du moment où elle doit se trouver qu'elle portait ses kangadadis, elle était normale, maintenant elle doit porter les robes parce qu'il y a un ventre qu'elle doit cacher, elle doit faire ceci. Nous sommes des Africains. En Afrique, on cache la grossesse d'abord. Et même si la personne dit, moi je pense que tu es enceinte, une femme normale doit refuser. Je refuse, je ne suis pas enceinte. Tu refuses catégoriquement jusqu'au moment où on va voir un gros ventre. Si on voit le gros ventre, tu dis, mais tu es en train de refuser, dire, je n'étais pas enceinte, c'est maintenant que je suis enceinte. Où est le problème? Nous sommes des Africains. En Afrique, tout est noir, on ne connaît pas les cœurs des gens. Alors, comment il faut, dans les objectifs, ici, on doit arriver à donner des injonctions à la femme afin d'arriver à prendre soin de l'enfant physiquement. Il y a des femmes qui accouchent comme ça, elles attendent qu'on fasse tout pour ces enfants. Non. Il faut être parmi ces femmes-là qui donnent des bons soins aux enfants. Tu laves ton enfant seul, tu apprends, on peut t'aider. Vous qui avez eu la chance, comme vous êtes, félicitations. Vous qui n'avez pas la chance, prenez le courage de vous impliquer vous-même. Vous allez prendre en charge vos enfants. Donc, prendre le soin physiquement, psychologiquement, socialement de l'enfant. Ce n'est qu'un bébé, il a besoin de cette chaleur de la maman doit le prendre, le chuchoter un peu, hein, donc un peu d'embrassade dans l'enfant se sent aimé, l'enfant est joyeux et ça dépend de la maman, pas des autres personnes. Donc, on a eu des consultations prénatales qui ne répondent pas à ces objectifs. Ce n'est pas normal, ça veut dire que le personnel ne font pas leur travail. Mais voilà un peu les objectifs de soins prénatales. Ceci, même si on a changé, on parle de CPN recentrés, des CPN, je ne sais pas, combinés, qui sont comme ceci, comme cela. Tout entre en ligne de compte. Voici ces objectifs. Okay, on va continuer ce qu'on était en train de suivre hier. Nous parlions des principes de consultation prénatale. On a donné une petite historique plutôt, de comment les choses se sont passées dans l'ancien temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous étions en train de parler des principes que le Royaume-Uni avait validés pour que ces derniers soient utilisés dans tous les pays du monde. Nous avons dit qu'il y a quelques principes dont l'auteur est Oakley. Oakley, depuis 1984, il nous a mis en place quelques principes. Le premier principe, je rappelle, c'était prédire les difficultés à l'accouchement par l'examen clinique de la femme enceinte. Et les CPN devra poursuivre cet objectif, prédire les difficultés à l'accouchement par l'examen clinique.
la médecine n'est pas basée sur l'échographie, comme j'étais en train de dire hier. Parfois, on demande, vous voyez, la femme, au lieu qu'on la consulte, on commence à l'amener pour les examens, pour l'échographie, ce qui n'est pas une très bonne chose. Parfois, les ultrasons là constituent, ce sont des produits chimiques, ils exposent. Au premier trimestre de la grossesse, il n'est pas très convenable de réaliser les échographies. Parfois, c'est à la base des avortements. Même à la fin de la grossesse, les échographies doivent être bien réglementées pour éviter que ça puisse être source d'exposition chez les femmes. Ça peut exposer à un accouchement prématuré, ça peut être exposé juste au déclenchement du travail, alors que c'est l'examen clinique. La médecine doit être basée sur l'examen clinique. On doit se baser sur la clinique pour donner un diagnostic avant d'attendre le complément de la paraclinique. Deuxièmement, détecter et traiter la toxémie. Vous connaissez la toxémie? Alors, on la traite, on doit la détecter et la traiter. C'est parmi les complications qui sont rencontrées chez les femmes au cours de leur grossesse. Elle peut avoir tendance à avoir trop de sucre dans les urines et c'est à la base de certaines autres pathologies. Alors la toxémie devrait être détectée à la CPN. Troisièmement, prévenir, diagnostiquer et traiter les infections. C'est ça l'objectif, ça doit prévenir. Donc, dans les cas de prévention, la CPN doit prévenir certaines infections en donnant des conseils à la femme. Elle doit se laver, ses sous-vêtements doivent être étalés dehors, le soleil doit frapper ses habits. Avant de porter, elle doit repasser ses sous-vêtements, ses sous-culottes. C'est une très bonne chose. Donc, prévenir, diagnostiquer et traiter. Si on prévient, alors pour celles qu'on n'a pas prévenues, quand elles vont se présenter, elles arrivent qu'elles ont développé la maladie, on doit diagnostiquer que la maladie existe. Après, on le traite. Vous ne diagnostiquez pas et vous laissez la femme évoluer avec sa grossesse. C'est très important. Quatrièmement, diagnostiquer et traiter les maladies vénériennes. À la CPN, on doit traiter et diagnostiquer les maladies vénériennes. Vous avez par exemple la syphilis. Il y a tout un tas de maladies qu'on doit dépister au niveau de la CPN. Donc, les maladies qui sont dites vénériennes, il y a des vaccinations, il y a certains examens qu'il faut essayer de... La gonococcie, par exemple, on doit prévenir. C'est parmi les maladies vénériennes, on doit prévenir chez la femme. Parce que c'est à la base des dégâts chez une femme enceinte. Cinquièmement, comme principe, assurer la coopération la plus étroite entre l'hôpital et les personnes chargées de soins prénatals. Ici, vous allez vous rappeler de la responsabilité de l'infirmier, c'est aussi arriver à organiser le service. Au cours de l'organisation même de service, ils doivent commencer à collaborer avec l'hôpital. Si vous êtes au centre de santé, les centres de santé n'est pas ennemi de l'hôpital. Où on trouve, il y a des gens qui disent non, c'est la personne qui a créé son centre de santé ici, en appuyant à marcher, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas avoir dans la tête comme si on fait la course aux personnes, on fait la course à l'argent. Non, c'est le bien-être de la population qui nous préoccupe. C'est la santé de cette population. On doit trouver une coopération plus étroite entre l'hôpital et les personnels qui sont chargés de soins prénatals. Parce que parlant de soins prénatals, elles doivent se réaliser, ça fait partie du paquet minimum des activités. Par contre, à l'hôpital, on a un paquet minimum, un paquet complémentaire d'activités, un PCA et un PMA. Donc, nous avons besoin d'arriver à retrouver qu'il y a une coopération étroite entre l'hôpital et les personnes qui sont chargées. La telle scène que si une femme commence à présenter une complication, qu'elle soit légère ou grave, il y a déjà une collaboration entre le personnel et l'hôpital. Le malade peut être ramené, acheminé rapidement à l'hôpital et la prise en charge sera instaurée le plus précocement possible et vous allez sauver une vie. C'est l'un des principes.
L'autre principe, c'est reconnaître les faits éducationnels d'une consultation bien organisée. Donc, quand on a bien suivi le CPN, au cours de l'accouchement, on peut évaluer, on dit non, cette femme a bien suivi une bonne CPN. Ça se sait. Ça se sait. Ce n'est pas une histoire de discuter. Oh non, on nous aime pas, nous, les gens qui sont venus de l'ISTEM. On n'aime pas seulement les gens qui sont venus de l'IM, ou je ne sais pas, de l'ITEM, ou de ceci. Non, c'est un problème. Vous voyez les actes. Vous croisez un enfant aujourd'hui. Les réactions qu'il présente, ça donne l'image de ce qu'il reçoit chez lui comme éducation. Et donc ici, comme principe, ça doit nous permettre de reconnaître l'effet éducationnel d'une consultation bien organisée. Je vais donner un exemple, entre parenthèses. Ouvrez la parenthèse. Une femme qui s'amène à l'accouchement, mais on retrouve cette femme n'est pas rasée. Si elle n'est pas rasée quand elle vient à l'accouchement, ça prouve que l'infirmière, la sage-femme qui l'a reçue au service prénatal ne l'a pas bien préparée. Comment elle peut s'amener à l'accouchement comme ça? Elle vient, elle n'est pas préparée. Non, elle doit se préparer. Bien rasée, elle vient avec ses bandes hygiéniques propres, ses sous-vêtements propres, ses pagnes très propres. Ces histoires propres, elle a déjà préparé, elle a un peu de savon, elle a un peu de ceci. Ça prouve de l'éducation qu'elle a reçue au cours de ses peines. Dans le cas contraire, ça ne sera pas la faute des gens de ses peines si vous lui avez dit et qu'elle n'a pas su. Mais je vous dis que les CPN doivent préparer les femmes à l'accouchement. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui ou demain, vous êtes surpris, vous commencez à y aller. Non. On doit sentir l'effet éducationnel de cette consultation qui a été bien organisée. La femme qui vient, non, non, on nous avait enseigné à la maternité, par maman Moujinga nous avait dit ceci, je dois venir avec la bande de l'ombilic, je dois acheter les bandes hygiéniques, je dois avoir ceci, je dois avoir le couvre pour l'enfant, je dois avoir... Ce sont des petites choses qui se reconnaissent au moment de l'accouchement et ça donne l'image, le reflet de la bonne organisation éducationnelle qu'elle a pu recevoir au cours de visites. Le programme de visite prénatale, le programme de consultation prénatale prévoit en moyenne une douzaine de visites. 12. Normalement, une femme enceinte doit venir pendant 12 fois à la maternité. Certains peuvent dire que c'est beaucoup. Alors, on dit, ça c'est l'OMS qui nous a préconisé tout ça. 12 visites en moyenne, dont 3 au moins devaient être faites par le médecin. Parmi les 12 visites, consultations que la femme devrait réaliser, il y a 3 où le médecin doit voir. Il doit voir la femme. Si, par exemple, on prend, la grossesse dure 9 mois, cette femme doit venir au moins 12 fois. On dit bien au moins 12 fois. 12 fois ici, ça va se faire comment? Si par exemple, elle vient de sentir, pour être sûre, elle est à son premier mois, pour être sûre qu'elle est enceinte, elle doit venir à l'hôpital, on doit réaliser certains nombres d'examens. Même si elle a fait un test rapide de grossesse, elle doit revenir à l'hôpital pour qu'on se rassure qu'on a reçu une femme et cette femme a dit que le test de grossesse était positif. On fait les autres examens physiques, cliniques, complémentaires et on confirme cette grossesse. C'est une première consultation. Donc elle va revenir probablement vers la fin du mois pour faire les examens. Vous voyez, le deuxième mois, elle peut revenir une fois. Le troisième mois, c'est là que généralement on peut faire intervenir la visite médicale. Le médecin intervient, il analyse, oui, la grossesse évolue normalement, il n'y a pas de problème. C'est une femme qu'il faut mettre peut-être sous antibiotiques ou pas. Elle voit. Et au 4e mois, au début, elle vient pour la reprise des examens. Et à la fin du mois, elle va revenir. J'ai là, ça nous fait combien d'examens? On a 3 plus la première, 4, 5, 6. On fait 7e mois, une fois, 2 fois, 7, 8. 9, 10, 11, 12, presque 12 et puis elle va s'accoucher. C'est normal quand vous faites bien le calcul pour ceux qui sont. Alors, au fur et à mesure que les concepts de CPN évoluaient, on a fait la remise en question
de l'impact de CPN sur la mortalité maternelle. Les gens ont dit non, ça ne sert à rien. Les femmes continuent à aller en CPN, mais il y a toujours des décès. Est-ce que vous trouvez que c'est important de continuer à faire le CPN? Les gens disent ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc en 1930, il y a eu ça. Léo Reynolds, dans une lettre adressée au Lancet, le 29 décembre 1934, il précisait même que 80% des décès maternels étaient dus à des conditions telles que les sepsis, qu'on a dit, les hémorragies, les chocs, et ce n'était pas détecté au cours de CPN. Vous voyez un peu. Ensuite, en 1960, on a fait recours à la notion de risque comme stratégie de CPN. En CPN, on a commencé à dire non, les CPN, il y a des risques, il y a des risques. On dit aux femmes qu'il y a des risques pour faire peur, pour qu'elles viennent. En 1970, on a fait une mise au point du score de risque prénatal. Ça, c'est l'OMS qui l'a proposé en 1978. Et en 1980, il y a eu un engouement pour l'approche à risque. Mais l'instrument n'avait donc plus un objectif d'évaluation du risque individuel, mais devenait un outil de précision de la décision programmatique. Donc, les CPN, vous voyez comment, selon l'histoire, comment ça a évolué. Alors, on a parlé de l'approche de risque et consultation prénatale. Cela provient de l'observation du fait que le risque de mourir ou d'avoir des séquelles n'est pas distribué de manière égale. Ça ne veut pas dire parce que nous sommes toutes, les femmes sont tombées enceintes, elles vont avoir les mêmes complications, elles vont avoir les mêmes problèmes, elles doivent avoir des choses. Non, cela n'est pas lié au fait que ça doit être la même chose, ni au hasard. Dans la population des femmes enceintes et de leurs bébés, nous sommes des personnes qui ont été créées différemment, l'une à l'autre. Chacun réagit. Il y a des gens qui supportent. Pour preuve, nous n'avons pas le même groupe sanguin. Il y a des gens qui supportent la quinine, d'autres ne supportent pas, ils sont allergiques à la quinine. Certains supportent la chloroquine, d'autres ne la supportent pas. C'est pas pour pour dire que ce n'est pas important et toutes les femmes devaient recevoir. Non, même quand on dit, même les vaccins ici, antitétaniques, il y a des femmes qui sont allergiques à ce vaccin. Vous voyez, ils ne peuvent pas le recevoir. C'est ça. Donc, le risque de mourir dépendait d'une personne à l'autre. Le fait de suivre les consultations prénatales ne donnait pas la possibilité de dire qu'on va faire la prévention du risque, mais les risques, là, on peut minimiser le risque. Alors, il y a eu quelques questions. Donc, la première question, et puis on va donner l'exemple. La première question, est-il possible d'identifier ces femmes avant que l'événement fatal ne survienne? Est-il possible d'empêcher l'événement fatal et comment? Est-ce que c'est possible d'empêcher l'événement fatal? Quand on parle de la fatalité, c'est la mort. Ce n'est rien d'autre que la mort. Est-ce que c'est possible de prévenir la mort? Certains peuvent dire oui, c'est possible, et certains vont dire non, ce n'est pas possible. La mort vient, hein? Elle vient, oui, mais on peut minimiser. Là, si une personne pouvait mourir en tombant, par exemple, d'un immeuble de 4e étage, jusque par terre, en bas. Mais on peut, au lieu que la personne puisse tomber comme ça, on décide de mettre un matelas sous lequel il va tomber dessus. Ça ne sera pas la même chose. S'il tombe sur un matelas et s'il tombe par terre, il peut se fracasser et mourir. Vous voyez? Si c'est possible, comment on peut le faire? Vous voyez, par exemple, je donne l'exemple de mettre un matelas pour quelqu'un qui quitte un immeuble de 15e niveau, par exemple, jusqu'en bas. Il va tomber sur le matelas, mais s'il n'y a pas de matelas, il va se casser, se briser. Vous voyez? Donc, on peut alors, si on peut empêcher l'événement fatal. On peut empêcher. Pour une personne comme ça, on peut empêcher. Deuxième question, est-il possible ou facile, pas trop coûteux, de discriminer les vrais positifs des vrais négatifs? C'est possible de le faire, mais il faut militer à ce qu'il y ait. S'il y a des erreurs, on appelle en épidémiologie les billets. Billets, ce sont des erreurs qui arrivent, des classements. On peut dire une femme,
excusez-moi, on peut dire une femme qui est à risque, comme s'il n'est pas à risque. Donc, ça peut se faire. Alors, il y a les dépistages, tout est possible. Si vous avez des bons outils pour réaliser les dépistages du risque, cette fois-là, vous allez utiliser le point extrême sur une variable continue. On nous donne là le point limité, limite idéale, distinguer entre le positif et le négatif. On donne les facteurs de risque, on nous donne aussi le point limite. On donne tous les vrais positifs et les vrais négatifs. On nous montre la réalité, comment les choses se présentent. Alors, là, on parle le dosage entre le faux positif et le faux négatif. On va les voir, je vais donner un exemple. Cet exemple ici, l'exemple 1. L'exemple 1, on donne les statuts de femmes et l'issue, les statuts de femmes qui suivaient le CPN et l'issue de leur grossesse. Alors, vous avez étudié la notion de risque relatif. Risque relatif et les risques attribuables. Vous avez par exemple le statut des gestantes et l'issue de la grossesse. Ici, vous allez remplir un tableau 2x2 ou le tableau qu'on appelle tableau de contingence. Dans ces tableaux ici, on met l'événement à gauche et l'exposition à droite. Non, l'exposition à gauche et l'événement à droite. Donc, on commence d'abord par l'événement et puis l'exposition et puis l'événement après. Parce que parlant de consultation prénatale, en épidémiologie, nous appelons ça comme un suivi. C'est un suivi longitudinal. Donc, vous suivez quelqu'un aujourd'hui, demain jusqu'à 9 mois, jusqu'à sa couche. C'est une cohorte que vous êtes en train de créer. Et cette cohorte, elle n'est pas une cohorte exposée, non exposée, mais dans ce cas ici, je vais présenter un tableau qui présente l'image d'un tableau exposé, non exposé. Par exemple, nous avons le statut de gestante. Facteur de risque qui était présent au début. On s'est retrouvé qu'on avait 250 femmes qui avaient des facteurs de risque au début et 750 qui n'avaient pas de facteur de risque. Donc, pour qui le facteur de risque était absent au début. Sur une population de 1000 femmes. Alors, parmi les 1000 femmes, on se retrouve qu'il y a 200 femmes qui ont eu un issue ou une issue défavorable. L'issue était défavorable parmi les 200 femmes. À côté, parmi ces 200 femmes, on le remplit dans ce tableau. Vous allez voir, on le remplit. Et ça, on peut même calculer, si on prend 200 sur 250, ça nous fait environ 80%. Et le 80% ici, c'est la valeur prédictive positive, qui sont des valeurs extrinsèques liées au test de dépistage. Parce que ici, nous sommes en train de parler de facteurs de risque. Ça ne peut être révélé que si on mène une étude qui va nous permettre d'identifier les facteurs de risque. Alors, vous avez là, on peut remplir les tableaux. Alors, on va chercher la prévalence des facteurs de risque. La prévalence des facteurs de risque est égale à 22,5%. Alors, si on doit calculer, on va calculer la prévalence. Et on a aussi la sensibilité. Alors, je rappelle en disant que le jour de l'examen, chacun devra être muni de sa calculatrice si jamais il nous est demandé de faire un examen en présentiel. Mais si on nous demande un examen en ligne, on verra bien comment on peut se comporter. Alors, on nous donne, ça nous fait, la prévalence est égale à 22,5 et la sensibilité 88,9, la spécificité 93,5. On nous donne même le risque relatif. Le risque relatif est de 24. Et pour un intervalle de confiance de 95%, compris entre 16,2 et 35,5. Et on a trouvé que le P est significatif puisqu'étant inférieur à 0,001. C'est très important, on va voir. Alors, quelles sont les observations importantes qu'on peut
avoir de notre tableau, occurrence des issues défavorables chez les femmes à risque, donc du facteur de risque. Jamais plus de 22,5% des femmes devraient avoir des issues défavorables. Deuxième élément, deuxième observation, le risque maximum de décès maternel lié aux problèmes de santé est égal à 1 à 2% de grossesse et 10% de décès périnatal. Donc, périnatal, j'ai dit l'autre fois, c'est autour de la grossesse. Nous avons la faible valeur prédictive des facteurs de risque. C'est une valeur importante. Alors, dans la suite, on dit la prédiction du travail bloqué par les facteurs de risque donne une mauvaise histoire obstétricale à Kasongo. En fait, c'est un exemple qui a été monté sur base des démonstrations faites par une équipe de nos encadreurs, nos maîtres. Il y avait le professeur Luboya, il y avait les profs Machini, il y avait aussi certains autres professeurs qui, à l'époque, n'étaient pas encore professeurs, mais ils ont été impliqués dans la recherche que la Belgique et où l'IMT Anvers était en train aussi de mener à Kasongo. C'est à partir de ces exemples que nous avons pu monter. Donc, on a pris donc, une population de 1000 femmes chez qui on devrait étudier les facteurs de risque. Alors, ici à Kasongo, il y avait comme statut des gestantes, on a mis la mauvaise histoire obstétricale et l'issue, c'était le travail bloqué. On voulait savoir parmi les femmes qui avaient une mauvaise histoire obstétricale, est-ce qu'elles ont eu un travail bloqué au cours des accouchements? Deuxièmement, vous avez la deuxième ligne, et sans mauvaise histoire obstétricale. Donc, les femmes qui n'avaient pas une mauvaise histoire obstétricale. Voici les résultats que cela donne. Les résultats que cela donne sur notre tableau. Alors, quelles sont les observations importantes de Kasongo? 71% de femmes, on a trouvé que 71% des femmes, d'où des cas d'arrêt de progression du fœtus pendant l'accouchement n'avaient pas été prédits. Je vous ai dit, on peut faire la prédiction sur un certain nombre de critères qu'on veut devoir observer chez les malades. On peut dire, une femme qui a une hauteur utérine déjà plus importante maintenant, attendons peut-être autour de l'accouchement, on peut prédire qu'elle aura à faire, elle aura à avoir peut-être une grossesse gémellaire ou elle aura une grande quantité de liquide amniotique. Tout ça, ce sont des paramètres de prédilection. Alors, autre observation importante sous l'exemple de Kasongo, c'est 90% des femmes identifiées comme étant à risque et n'ont pas eu d'arrêt de progression. Elles sont à risque, elles se sont retrouvées qu'on n'a pas arrêté la progression de leur grossesse. On a continué. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut prendre en fonction des risques? On dit que la faible capacité de prédiction qui ne distingue pas celles qui auront des complications de celles qui n'en auront pas. C'est une faiblesse et c'est une grande observation. Deuxièmement, de nombreuses femmes classées au risque ne développent jamais de complications, mais en revanche, consomment des précieuses ressources. Ici, ce sont des ressources qui sont dites être gaspillées à cause du mauvais classement, du mauvais diagnostic des personnes. Quelles peuvent être les leçons tirées de l'approche basée sur le risque? De l'approche basée sur le risque, on peut tirer comme leçon. Première leçon, toute femme enceinte est exposée au risque de complications. Je vous ai dit l'autre fois que la grossesse, c'est un risque. Alors, il est dit que toute femme enceinte est exposée au risque de complications et doit avoir accès à des soins obstétricaux de qualité. Il n'y a pas de discrimination ici, il n'y a pas de sélection pour dire cette femme, telle autre va recevoir tel soin et les autres non.
ils doivent avoir l'accès à des soins de qualité tous de la même façon parce qu'elles courent tous les risques d'avoir une complication. Deuxième leçon à tirer, même les femmes à faible risque peuvent développer des complications. Même les femmes chez qui on pense qu'ils n'ont pas un risque ou ils ont un petit risque, ça ne va pas apporter de complications, mais ça mène toujours à des complications. Aucune mesure de dépistage ne pourra distinguer les femmes qui auront besoin de soins d'urgence de celles qui n'en nécessiteront pas. Il n'y a aucune mesure de dépistage par rapport à ce problème. Il y a possibilité de l'efficacité de l'approche des risques, à condition de remplir les critères suivants. Le dépistage primaire doit concerner toute la population. Si vous dites que vous voulez que l'approche de risque puisse être plus efficace, voici les conditions à remplir. Autrement dit, le dépistage primaire doit concerner toute la population. On ne peut pas dépister une partie, on laisse une autre partie. Non, ce n'est pas important. Deuxièmement, le dépistage inclut les grandes causes de morbidité et de mortalité. Avec le dépistage, ça nous permet d'inclure les grandes causes de morbidité et de mortalité, les causes qui sont à la base de la maladie et du décès. Troisièmement, lorsque le dépistage fait apparaître un risque accru, des mesures appropriées doivent être prises. Quatrièmement, il faut qu'il existe des services adéquats à l'échelon des recours. Cinquièmement, les femmes à risque doivent avoir à atteindre l'établissement de recours et avoir la motivation voulue pour ce faire. Donc, les femmes qui courent un risque doivent pouvoir atteindre l'établissement de recours et avoir la motivation voulue pour le faire. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu, les 4 R, les retards dans la décision, le retard dans le diagnostic pour qu'ils consultent, le retard dans le transport, le retard dans le moment où il est arrivé. Vous vous rappelez des 4 R. Alors, il y a eu la remise en cause de l'approche de risque sous la réduction de la mortalité maternelle. Qu'est-ce qu'on a reproché à ce dernier? On a dit qu'il y a des occasions manquées au cours de soins traditionnels. C'est entre autres, on manque l'occasion de donner une bonne éducation aux femmes, des bonnes informations aux femmes. Je donne un exemple. J'étais en train de dire l'autre jour, à la CPN, la femme vient pour avoir les orientations, pour avoir les informations. Donc, il faut profiter de sa présence pour dépister une série de maladies, pour essayer de faire le dépistage cliniquement et paracliniquement, afin d'avoir déjà une orientation sur l'accouchement et les lieux dans lesquels la femme peut s'accoucher. Nous avons, quelle autre occasion manquée, le dépistage des troubles transitionnels de la grossesse. Quand la femme se présente, est-ce qu'on donne, on fait le prélèvement de la tension artérielle? Non. La tension artérielle, on la laisse seulement si la femme se plaint. C'est alors qu'on prend la tension artérielle. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours donner une éducation, donner une information et puis prendre la mesure de la tension. Quatrième occasion manquée, le dépistage et le traitement de certaines infections génito-urinaires asymptomatiques, la prévention de problèmes potentiels, tétanos néonatal et malaria. Ce sont parmi les maladies qui doivent être dépistées au niveau de CPN. Le traitement de problèmes existants, tels que du fait qu'on se retrouve avec une infection urinaire, une malaria ou l'anémie. Donc, on doit faire les traitements des problèmes existants chez la femme. Si on trouve qu'elle est anémique, on en donne les traitements conséquents. Alors, on va passer à la liste des interventions prénatales d'efficacité avérée, validée depuis 1992. Intervention d'efficacité avérée. Il y a la prévention de l'anémie et la détection ainsi que l'exploration de l'anémie.
on la détecte, on explore cette anémie. Il y a tout un tas d'examens ou de traitements. On fait soit l'examen de fer ou le folate systémique pendant la grossesse. On fait la chimioprophylaxie du paludisme. Ici, c'est dans la prévention de l'anémie. Le test de sulfate de cuivre peut être réalisé pour détecter et explorer l'anémie chez la femme enceinte. Le test colorimétrique, ce sont des tests qui nous permettent de colorier et voir des papiers buvables et ça nous permet de lire et vous avez les effets juste à côté. Autre intervention avérée, les traitements de l'anémie ferripive, par exemple par l'administration du fer en perrose. Nous avons la détection et l'exploration des troubles hormonaux chez la femme. Ça permet de réaliser une analyse utérine, le prélèvement en milieu de jeu. Donc, ça nous permet, ce sont des techniques qui nous permettent de voir, de prélever quelques informations qui sont utiles. On va continuer toujours dans le cadre des interventions d'efficacité avérées. Nous avons les traitements de la prééclampsie grave et les traitements de l'éclampsie. Comment ça doit se faire? L'examen ou le traitement. Nous avons le transfert pour le soin spécialisé, le soin de soutien de premier secours, le transfert rapide à un centre de santé de premier recours, les déclenchements de l'accouchement et le sulfate de magnésium qui est transmis, qui est administré au cours de consultations, au cours de convulsions d'une femme enceinte. Et vous avez ces effets à côté.